Construire 50% moins cher, donc zoom sur des propositions de lauréats de Challenge 50, une initiative portée par Grand Paris Aménagement. Et pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Soraya Amrioui, donc qui est directrice générale adjointe de Grand Paris Aménagement, Sébastien Delpont, qui est cofondateur et gérant de Ressort, Édouard Robic, architecte gérant de Redcat Architecture, inventeur gérant de Yellow Dino, Raphaël Leonetti, donc, qui est responsable lab au cabinet d'études Chevreux, Marie Lefebvre-Sousse, directrice générale adjointe développement, construction et investissement d'Inly, et puis Annabelle Ledoux, directrice des grandes idées pour la modération, et donc qui va nous faire passer des grandes idées aux grandes solutions. Place à la prochaine table ronde. Merci Brieux, merci à tous. Alors j'attends que mes petits participants soient tous présents. Merci à tous. Donc, Madame Génin rappelait que nous sommes un petit peu dans une course du temps, puisqu'en fait, en termes de trajectoire décarbonation, il faut absolument que le secteur accélère. C'est pourquoi je pense Grand Paris Aménagement a lancé l'initiative début 2025, une initiative très intéressante qui s'appelle Change 50. Et donc l'objectif c'était de bousculer, de challenger l'ensemble de l'écosystème du logement pour produire mieux et moins cher. Donc cette initiative Change 50, en fait, elle a débuté donc début 2025. Elle a mobilisé pas mal d'acteurs qui ont réfléchi tous ensemble en mode groupement. Les consignes, c'était produire du logement en répondant mieux aux besoins des futurs habitants, mieux adapté aux conditions climatiques de 2050, pesant jusqu'à 2 fois moins cher sur le pouvoir d'achat immobilier de ses acquéreurs et ou de ses locataires, quitte à questionner de fond en comble les habitudes du type normes, montage juridique ou financier traditionnel. Soraya Amrioui, est-ce que vous pouvez nous faire plonger un petit peu dans le cœur de la matrice et nous expliquer pourquoi et comment est-ce que vous avez eu l'idée de lancer ce challenge ? Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. L'idée de ce challenge, elle émerge effectivement en début d'année, après une année 2024 un peu cataclysmique pour le secteur. Je pense que voilà, la crise s'est quand même bien installée, tout le monde a bien compris pourquoi elle était là, et tout le monde a bien compris que les solutions n'allaient pas être évidentes. Donc dans ce contexte un petit peu lourd, où on voyait bien que je dirais le pouvoir d'achat des acquéreurs c'était quand même pas mal érodé. On pouvait avoir un peu deux attitudes, hein, soit se faire un peu le dos rond en essayant de laisser passer cette crise et se dire on finira bien par en sortir et essayons de traverser ça collectivement, soit en profiter pour essayer de se réinterroger et d'en faire une occasion de se transformer. Nous on est quand même assez convaincus chez Grand Paris Aménagement que les crises c'est toujours des moments difficiles, mais c'est des moments aussi où on peut se révéler et trouver des solutions ensemble qui nous amènent à changer nos pratiques. Donc ça c'était un peu la première ambition. Et puis la deuxième, c'est vrai que de manière générale, on considère que notre rôle en tant qu'aménageur, c'est évidemment de proposer des projets de qualité qui répondent aux besoins des habitants, qui soient performants du point de vue environnemental, mais c'est aussi de répondre à la crise du logement en proposant du logement abordable de manière durable, en ayant un effet structurel en fait sur le coût de l'habitat, le coût de production de la ville, soit parce que on est des opérateurs fonciers, on va détenir longtemps le foncier et ça a un impact sur sa valeur. On n'achète pas dans les mêmes conditions en ZAC que dans le diffus par exemple. On protège en partie d'une forme de spéculation foncière la ville, mais ça suffit pas aujourd'hui, ne serait-ce que parce que les coûts de portage, d'acquisition eux-mêmes ont augmenté. Donc il faut trouver d'autres réponses, il faut diversifier ces réponses. C'était un peu l'ambition de ce challenge,
Alors on n'a pas été très loin dans notre réflexion à l'amont, hein. L'idée c'était vraiment plutôt de lancer un peu un pavé dans la mare avec ces 50%. Évidemment, on n'est pas dans une ambition à se dire on va aller à chaque fois diviser le coût de production du logement, ça serait déraisonnable, mais enfin que on redirige collectivement nos forces, les forces de l'ensemble des acteurs de la ville vers cet objectif de réduction du coût de production du logement, en essayant de mettre de côté toutes les contraintes qui au quotidien nous empêchent un peu de réfléchir quand même, et en se disant bon, si voilà, on est dans cette crise, si on met un petit peu de côté tout ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour produire moins cher. Et donc vous avez donc choisi donc le 50% drastique pour, j'imagine, optimiser la qualité des réponses et des innovations proposées. Quel type de rendu vous attendiez, parce que donc on a parlé d'une réponse en groupement. Donc quel type de rendu vous attendiez et combien surtout de réponses vous avez reçues? Oui. Alors on a fait cette consultation sur 1 mois et demi, c'était assez court, et l'objectif c'était d'avoir des groupements un peu multi-acteurs qui essaient de travailler de manière systémique à la question de la réduction du coût de production du logement. On n'avait pas forcément donné de consignes sur le type d'acteurs qu'on voulait rencontrer, notamment parce que pour nous c'était aussi l'occasion de nous frotter à des opérateurs ou des acteurs de cette chaîne que nous ne connaissons pas ou qui ne sont pas nos interlocuteurs usuels. Alors au global, on a eu 23 réponses dans le cadre de cette consultation, donc on a 1 mois et demi, on était contents. Sur ces 23, il y a systématiquement les opérateurs sont venus en groupement, souvent avec des promoteurs, mais pas exclusivement. On a des groupements organisés autour d'associations, autour d'entreprises, d'industriels qui ont une solution technique qu'ils peuvent proposer, autour de foncières. Il y a vraiment différents profils d'opérateurs avec du coup des prismes assez différents sur la façon d'aborder ce sujet. Et ce qui a aussi été très intéressant pour un opérateur francilien qui intervient sur des territoires très différents en Ile-de-France, c'est aussi des acteurs avec des ambitions urbaines assez différentes. Donc on a vraiment des gens qui travaillent la zone très dense, l'immobilier voilà, un peu important, comme de la maison individuelle. Et vous le verrez d'ailleurs parmi les acteurs qui m'accompagnent, ça retrace un peu cette diversité des réponses. Et vous m'avez présenté le Challenge 50, vous me disiez que vous avez été heureusement et très positivement surpris par la qualité des groupements et la qualité des réponses. Est-ce que vous en avez tiré de grands enseignements d'ores et déjà chez Grand Paris Aménagement ? Ce que j'ai trouvé effectivement intéressant, c'est que d'abord, les gens qui ont répondu à cette consultation, les groupements qui ont répondu, pour certains groupements, on était dans des choses déjà très abouties. Donc il y a des groupements qui ont une réflexion en fait ancienne sur cette question, et peut-être cet appel à manifestation d'intérêt, ce challenge, c'est l'occasion de les mettre en valeur et de leur donner accès à un plus grand public d'acteurs. J'ai oublié de le dire, mais dans notre démarche, on n'est pas seul. On a initié cet appel à projet via GPA, mais aujourd'hui, on a été rejoint par 4 aménageurs avec qui on a identifié plus précisément quel type d'opérateur pourrait être testé sur quel territoire. Et donc l'idée, c'est bien d'en faire aussi une plateforme et de mettre en visibilité ces initiatives et ces innovations qui peuvent déjà être très approfondies. Puis dans d'autres cas, on est plutôt effectivement dans l'ambition et dans quelque chose qu'il y a à approfondir, qui n'est pas forcément encore très élaboré. Ça nous a amené à distinguer en fait à travailler différemment pour la suite. À l'origine, on voulait retenir 3 candidats. Compte tenu de la qualité des dossiers, on est plutôt parti sur 5 candidats qui sont lauréats aujourd'hui du challenge, à qui on propose chez GPA un foncier ou en tout cas une mise en relation. Si c'est pas un foncier GPA, ça peut arriver, on en parlera tout à l'heure, mais un foncier dont on sait qu'il est compatible avec le projet qui a été développé. Et pour les autres, on a retenu 8 opérateurs, 8 groupements à qui on a proposé d'engager une démarche de lab. Donc l'idée, c'est plutôt de venir avec eux, approfondir leurs réflexions, incuber tout ça, et puis si tout se passe bien, là aussi, expérimenter dans un second temps une fois que les idées auront été approfondies. Mais c'est vrai que l'approche a été très diversifiée. On a vraiment des acteurs qui se sont attaqués au foncier dans toutes ses composantes, le démembrement, qu'est-ce que c'est la propriété, est-ce qu'elle peut être découpé autrement que uniquement entre le foncier et le bâti. On a des acteurs qui se sont attaqués beaucoup à tous les coûts induits, un peu à l'image de ce que peut faire Cogedim avec son produit Access, où voilà, on essaye
standardiser les prêts, standardiser les coûts de dossier, tous ces sujets. Il y en a qui ont été plutôt sur le volet énergie, comment on arrive à cumuler, on va dire, un certain nombre d'enjeux énergétiques dans des objets un peu simplifiés qui permettent de réduire le coût de cet enjeu dans le projet. Il y a d'autres opérateurs qui sont plus travaillés sur la modularité dans le logement, son évolutivité comme pour apprendre à travailler la compacité. Voilà, pour sortir des débats un peu standardisés sur cette question. Et voilà, peut-être qu'on sait faire en fait un T3 de 58 mètres carrés qui permet de répondre à des besoins diversifiés à la fois tout au long de la journée, mais aussi tout au long de la vie, et de travailler vraiment sur le plan architectural cette question. Il y a vraiment eu différentes approches, et c'est ça qui nous a beaucoup plu et qui a amené du coup à retenir l'ensemble de ces propositions. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, prochaine étape, accélérer les lauréats qui sont dans le lab. Et pour les 5 lauréats qui ont donc des solutions assez abouties, c'est de discuter avec les élus, les collectivités pour trouver du foncier pour tester ces solutions. Alors, on a déjà identifié pour les 5 lauréats 5 territoires d'intervention. Et donc, maintenant, les discussions, les discussions ont déjà lieu, c'est-à-dire qu'on a fourni les éléments sur les lots immobiliers aux opérateurs et ils démarrent le travail. Soit effectivement, parce que nous, évidemment, on a travaillé en amont avec les collectivités pour s'assurer qu'elles étaient intéressées par le projet qui avait été déployé par les différents lauréats. Donc c'est comme ça qu'on a pu flécher aussi les choses. Et puis parfois, voilà, il y a encore une phase, je dirais, de discussion avec les élus pour bien affermir les choses. Mais on est vraiment dans ce temps-là. Voilà, aujourd'hui, typiquement, on va en parler tout à l'heure sur le groupement Ressort. Il y a des discussions avec la ville de Houille parce que c'est une ville avec qui on travaille sur les enjeux pavillonnaires, qui a souhaité un petit peu travailler sur cette question de la densification dans le pavillonnaire. Voilà, le maire s'est beaucoup engagé sur ces sujets. Et aujourd'hui, donc l'idée, le produit Ressort marchait assez bien avec cette thématique. Donc on est dans cette phase un peu de test pour voir si on arrive à déployer un premier lot expérimental. Et puis voilà, il y a d'autres sites d'expérimentation, on en parlera certainement tout à l'heure. Mais on est vraiment dans le faire pour les lauréats. Dans le lab, les choses vont vraiment démarrer plutôt à la fin de l'été. Parce que voilà, il y a cette phase un peu d'incubation qui va être un petit peu plus longue. Merci beaucoup. Alors, Sébastien Delpont, vous êtes cofondateur et président de Ressort. Vous avez répondu en groupement avec Édouard Roby, qui est juste à mes côtés, qui est donc architecte gérant de Red Cat Architecture et également inventeur et gérant de Yellow Dino, qui fait partie en l'occurrence des solutions que vous avez proposées. Est-ce que vous pouvez nous faire plonger justement dans votre dossier et expliquer voilà, comment est-ce que vous avez réfléchi ensemble pour essayer de voir les choses autrement? Bonjour à tous. Donc Ressort, on a un incubateur de coopération. On pense qu'il y a beaucoup des défis urbains que des acteurs seuls ne peuvent pas relever, dans l'esprit de ce qui a été évoqué et de ce qui a été lancé par GPA. Et donc sur ce projet précis, on a travaillé à 5 entités. On a travaillé donc Ressort avec donc l'architecte Red Cat, et donc Édouard se présentera, avec aussi un industriel qui fait des solutions énergétiques hors site qui s'appelle Synerpod, avec aussi une foncière solidaire qui s'appelle Maison Air, et avec un notaire qui sont les notaires du Quai Voltaire, avec la conviction qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments variés à mobiliser pour arriver à ces défis de construire mon cher. Le parti pris qui a été le nôtre, c'est de se dire il y a beaucoup de tissus urbains, en tout cas dans le territoire parisien existant, et qu'il va falloir travailler en tout cas sur ces zones. Et l'urbanisation, je transforme des champs de patates en lotissement, c'est peut-être pas le futur dans un contexte de ZAN. Et donc voilà, après il y a différentes formes urbaines qui vont amener différentes formes de solutions et différents contextes. C'est pas la même chose de densifier des zones commerciales, de travailler effectivement d'anciens bureaux qu'on va reconvertir. Là, ce qu'on s'est intéressé, c'est la question du tissu pavillonnaire, ça a été introduit, et de voir, le projet s'appelle Dracanea, qui est une plante, Dracanea, qui a une racine unique, mais effectivement 2 troncs, de voir comment on pouvait effectivement cloner, une forme de clonage de maisons pour arriver à dupliquer sur les parcelles des nouveaux bâtis. Et donc avec une perspective qu'une façon de construire 50% moins cher des logements, c'était d'activer 5 leviers qui nous semblaient, chacun d'entre eux, pouvoir crédiblement proposer un gain de 10% dans la façon d'accompagner cette dynamique. Voilà, des leviers de nature différente. Et je vais peut-être laisser Édouard présenter 2 d'entre eux avant d'enchaîner sur les 3 derniers.
Bonjour à tous, donc Édouard Robic, je suis architecte et gérant de l'agence Red Cat Architecture qui est basée à Lille. On est depuis 15 ans impliqué par conviction écologique sur le déjà là au sens large, c'est-à-dire qu'on essaye finalement on construit assez peu, on utilise beaucoup ce qui existe déjà, considérant que le meilleur bâtiment est peut-être celui qu'on ne détruit pas. Et donc dans ce cadre, le premier levier, je vais en parler en tant que avec la casquette Red Cat Architecture. Donc le premier levier, en effet, c'est pour 10% à peu près d'économie, c'est d'identifier un bâtiment qu'on pourra densifier, c'est-à-dire soit en le surélevant, soit en construisant sur la parcelle. L'idée étant de profiter d'un déjà là qui serait des réseaux, des voiries, des fondations, etc. Et donc d'économiser une économie à travers ce levier. Maintenant, je mets la casquette Yellow Dino. Je vais peut-être rajouter un petit élément pour préciser à l'audience sur les sujets. La perception, c'est-à-dire quand on a un réseau existant. Notre sujet, c'est pas de construire seulement neuf, mais de construire neuf et de rénover profondément l'existant. Parce que l'idée, c'est que si on a un réseau existant dont diminue l'utilisation d'un facteur 2, parce qu'on diminue la consommation d'un facteur 2, on diminue la consommation d'énergie d'un facteur 2, bah on libère une capacité de 50% dans le réseau existant qu'on n'a pas renforcé, qui laisse cette capacité à avoir un coût à coût zéro, en tout cas en termes de réseau, l'installation de ça. Donc l'idée, c'est bien de se dire, on ne fait pas que de la construction, mais on combine sur chaque parcelle rénovation lourde du l'existant et logement neuf pour justement arriver à 10% de gain, puisque ce coût réseau n'existe pas pour le nouveau bâti. Tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'une maison, hein, si on parle de logement, d'une maison mère et d'y greffer une maison fille, soit par extension horizontale ou verticale. L'idée étant en effet d'optimiser les coûts réseau, de les rentabiliser. Ils sont, je parlais, on a écrit un bouquin à l'agence qui s'appelle La Ville Déjà Là. On est dans un Déjà Là qui ici, en l'occurrence, c'est le lot VRD par exemple. Mais une fois qu'on a fait ça, là on prend la deuxième casquette puisque la meilleure énergie étant celle que l'on ne consomme pas. C'est assez simple dans la partie qu'on a étendue, puisqu'on a travaillé avec les dernières normes, avec évidemment des matériaux biosourcés si possible, en hors site, on en parlera tout à l'heure. Mais l'existant, il faut le traiter également. Et donc ce qu'on va proposer, c'est un procédé industriel breveté par l'agence qui s'appelle Yellow Dino et qui est un procédé d'auto-rénovation qui se base finalement assez fortement sur ce qu'on peut retrouver dans des grandes enseignes de l'ameublement, pour ne pas les citer, et qui s'appuie sur finalement une approche un peu empirique de ce qu'on peut faire à l'agence. Il faut savoir qu'à l'agence, on a été lauréat du premier Energy Smoke de France, puis le plus gros d'Europe, et nous étions d'ailleurs avant-hier, pour recevoir un prix sur la réhabilitation hors site de 1444 logements dans le bassin minier. Et donc, on a une certaine expertise là-dessus, et donc on va essayer avec ce procédé de réduire, d'actionner 3 leviers également pour réduire par 20 le besoin en transport, par 2 le besoin en main d'œuvre et par 3 le besoin en matière. Bon, tout ça est en cours de prototypage et ce sera détaillé plus tard, mais en gros, ça consiste, si on veut faire très simple, à construire une étagère donc d'une grande enseigne d'ameublement qu'on construirait sans outils soi-même et dans laquelle on viendrait mettre de l'isolant sur sa façade. Et donc c'est le procédé Yellow Dino. L'idée, ce serait d'avoir recours pour activer ce deuxième levier et réaliser une seconde économie de 10%, de le faire réaliser par les habitants en autoconstruction pour traiter l'enveloppe thermique de la maison mère. Voilà, on l'exposait, et c'est là qu'on gagne 10%. Un chantier, en général, c'est 60% de matériaux, 40% de main-d'œuvre. Si sur les 40% de main-d'œuvre, on arrive à un quart des tâches qui sont réalisées par les habitants, on gagne 10%. Et donc, ça nous fait le deuxième 10% qu'on active. Le troisième, c'est de se dire, la maison fille, si la maison mère fait 100 mètres carrés, peut-être qu'on peut fonctionner en termes de sobriété, mutualisation d'usage, avec seulement 90 mètres carrés pour le même ressenti. Et comment on peut avoir du 90 mètres carrés ressenti 100 mètres carrés parce qu'on a des espaces partagés avec effectivement la maison mère, pour effectivement réfléchir dans les usages. Et donc là, bien sûr, il n'y a pas forcément de recette magique, on part bien sûr de l'existant et des natures et des espaces qui sont partageables en fonction de là où on intervient. Et autre aspect qu'on n'a pas rappelé en introduction, notre volonté, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit très facilement duplicable. Et on s'est beaucoup intéressé aux modèles de maisons qui ont beaucoup été construits en France. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, voilà, il y a des maisons qu'on a étudiées, donc, notamment sur le territoire qui est évoqué par Soraya, une typologie de maison dont on a 600 000 exemplaires en France. Il y en a sur les 3
projets qu'on a regardés, il y en a un où il y en a 1,2 million ensemble. Il y en a un où il y en a 400 000 en France. En fait, on parle de bâtis qui sont très reproductibles. Alors, on ne va pas traiter, et il faudra aussi le traiter, des maisons très atypiques d'architectes, et elles sont aussi très belles, mais il y a aussi des époques, entre les deux guerres, après-guerre, dans les années 70, on a construit sur les mêmes trames et les mêmes façons de faire, effectivement. Et donc, toute l'idée, c'est aussi que ce qu'on produit soit très facilement reproductible à grande échelle. Petit complément, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié d'en parler, mais on parlait tout à l'heure des 30 Glorieuses, et c'est un bâti qui est assez intéressant puisqu'on a construit en masse et bien souvent en préfabricant. Alors, le désavantage, c'est que ce sont des passoires thermiques terribles, c'est-à-dire que c'est très mal isolé. S'il fallait trouver un avantage, il ne sera pas forcément dans sa qualité architecturale, mais c'est des choses qui ont souvent été préfabriquées, qui sont reproductibles, et donc on peut en extraire des systèmes qui pourront être traités à très très grande échelle dans le cadre de la massification dont on a un petit peu besoin en ce moment. Absolument. Et donc après, le levier de travail, effectivement, mutualisation des coûts réseau 10%, autorénovation, autoconstruction 10%, 10% parce qu'espace partagé. Il y a 10% sur le fait qu'on va travailler avec un système énergétique partagé entre les deux maisons. Comment on a un pod, un système préfabriqué hors site de système énergétique, et on va avoir un poumon énergétique unique pour les deux bâtis, notamment avec des systèmes pompe à chaleur, ventilation intégrés sur ces sujets, et qui permettent par leur dimension standard et facile à installer, facilement du recours à du tiers financement, qui permet aussi que l'avance de fonds ne se fasse pas, et demain qu'on peut imaginer comme on a des réseaux de chaleur, où on lisse l'investissement sur le temps long d'équipements de fourniture de chaleur, qu'on puisse avoir des logiques chaleur as a service fournies par ces systèmes de pods décentralisés, par des opérateurs parapublics type gestionnaire de réseaux de chaleur. Et puis, dernier levier qui nous semble intéressant d'explorer, c'est plutôt une innovation d'origine financière, qui est la possibilisation de contrats d'impact social. Cette logique, c'est des deals interadministrations pour valoriser les économies réalisées par les opérateurs, notamment de services publics. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre notamment pour les politiques Le Logement d'abord, où on s'est rendu compte que, voilà, de façon triste, mais effectivement, le sans-abrisme, des gens qui vivent et qui restent à la rue, ça a des coûts pour le ministère de la Santé, parce qu'il y a des gens qui vont être hospitalisés, effectivement, ils vont avoir des difficultés. Ça a des coûts parfois, effectivement, pour le ministère de l'Intérieur, parce que parfois, il y a des gens qui vont être en état d'ébriété, arrêtés, en dégrisement, et voilà. Et donc, in fine, on considère, voilà, si le prix est de 30 000 €, le coût d'un SDF, effectivement, de quelqu'un qui n'a pas un logement, l'idée, c'est de se dire, si ça coûte ça à la puissance publique, autant peut-être, il y a peut-être des façons, on peut leur proposer à ces gens-là un logement pour un coût à la société qui serait de 15 à 20 000 €. Mais l'idée, c'est que l'opérateur social, il a besoin d'un loyer, par exemple, s'il a ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on a des deals interadministration où plutôt que de payer 30 000 €, le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur vont financer le loyer, un opérateur social, pour que ce sans-abri sorte de la rue. Et sortant de la rue, ait une probabilité de réinsertion beaucoup plus forte avec un vrai lien social. Mais là, l'innovation, c'est de se dire, il y a des externalités qu'on va valoriser et on fait quelque chose d'atypique, on finance un projet immobilier par des gens qui n'ont pas l'habitude de financer des projets immobiliers. Je donnais l'exemple ministère de la Santé et de l'Intérieur. L'idée, c'est de se dire, ces projets, comment on va chercher les externalités. Est-ce qu'une externalité qui va être très intéressante dans la capacité d'infiltration des eaux, et l'agence de l'eau va être intéressée de travailler à notre sujet, parce qu'effectivement, on n'artificialise pas une autre parcelle pour faire ça. Est-ce que c'est le service voirie de l'intercommunalité qui se dit, si j'avais construit sur une parcelle neuve ou une parcelle pas bâtie, un truc, ça m'aurait coûté un coût d'infrastructure, plutôt que de payer 100 en route ou en réseau, je préfère que vous payiez 40 sur votre projet pour effectivement contribuer au financement de cette opération de densification. Donc c'est ça qu'on veut explorer comme 5e levier, avec l'espoir que la mobilisation de ces 5 fois 10 leviers permette en tout cas d'atteindre cette promesse. Et puis on est enchanté effectivement avec GPA de travailler de façon très concrète. Là il y a un certain nombre d'une quinzaine de parcelles. On a effectivement zoomé sur 3 qui nous semblent les plus prometteuses. Et là on a une chouchou. Mais bon, ça on va en discuter de façon plus approfondie avec les opérateurs concernés. Merci beaucoup pour cette approche, en l'occurrence, qui fait du bien aussi, parce qu'on entend peu parler de tout ce qui est possible en fait, sur les zones pavillonnaires. On entend plutôt parler des grands bâtiments, etc. Donc c'est assez intéressant de réfléchir ainsi. Et donc du coup, je sais que Edouard n'avait pas présenté le nom de Yellow Dino, c'est le nom du brevet en fait déposé pour ce système de façade de rénovation en kit. En l'occurrence, donc je précise, voilà, si vous voulez faire des recherches ou tout simplement parler en fait à Edouard Robic juste après la conférence. Je me tourne vers un autre groupement qui a été mobilisé donc du coup par Marie Lefebvre-Sousse. Vous êtes directrice générale adjointe d'Inly
Et vous avez donc travaillé également d'arrache-pied sur ce questionnement en fait de réduction des coûts, en sachant qu'INNI était déjà mobilisé en fait aussi sur ces sujets. Vous avez donc parmi votre équipe notamment le Lab de l'étude Chevreux, représenté aujourd'hui par Raphaël Leonetti. Est-ce que vous pouvez nous présenter également de la même manière comment est-ce que vous avez réfléchi ensemble et quelles solutions vous avez proposées? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors nous, effectivement, on s'est emparé de cette question-là parce que, je vais revenir un peu sur la raison d'être d'INNI, qui est de loger les salariés et les jeunes actifs pour renforcer le lien emploi-logement sur les secteurs tendus. Et on a évidemment 2 axes de travail depuis toujours. C'est comment produire du logement à prix maîtrisé, aussi bien en produisant du logement locatif que du logement en accession. Donc quand la question a été posée par GPA, on s'est dit il faut qu'on réfléchisse. On ne sait pas si on aura trouvé une idée, mais en tout cas on s'y est attaché activement, rapidement, en 15 jours. Et on s'est été soutenu dans la démarche par l'étude Chevreux, et Raphaël vous racontera ce qu'il a fait à nos côtés, avec Martin Duplantier, architecte qui travaille beaucoup ces questions de frugalité, de résilience climatique, de carbone, de sobriété, avec Entropie, un AMO qu'on ne connaît pas encore beaucoup, mais qui aujourd'hui est un bon agitateur d'idées. Et en tout cas, il nous a bien accompagnés pendant ces 15 jours, 3 semaines sur casser les codes et puis pousser un petit peu nos réflexions pour aller plus loin. Et pour faire aussi écho à la première table ronde, on s'est associé à Viscab, qui est un partenaire qui nous accompagne maintenant depuis quelques mois sur l'analyse du cycle de vie sur tous nos projets. Donc c'est une start-up qui a émergé il y a plusieurs années déjà, qui a développé un outil d'intelligence de données et qui permet dès la phase conception de se poser les bonnes questions pour construire efficacement et réfléchir à l'exploitation. Et je n'oublie pas NeoCab qui est, alors c'est pas NeoCab d'ailleurs, je vais dire une bêtise, NeoEco qui est notre partenaire réemploi sur le dossier. La question qu'on s'est posée, nous, c'était de se dire, on est dans un moment aujourd'hui où les Franciliens ont du mal à se loger. Alors c'était déjà vrai l'année dernière, ça l'est encore plus aujourd'hui. Tant sur le marché locatif que l'accession, tout est un peu effectivement bloqué aujourd'hui et sans réaliser. Et dans ces moments-là, il faut redoubler d'énergie, d'envie et d'ingéniosité. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment produire mieux en faisant un peu moins. Et ce moins-là, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Et les premières réflexions, ça a été de se dire, au final, il faut qu'on produise des mètres carrés qui soient évolutifs dans le temps. Et il faut permettre à chaque couple, chaque ménage, s'ils ont choisi un endroit, de ne pas forcément partir quand ils ont besoin d'une pièce en plus ou d'une pièce en moins. Cette idée de se dire, on permet au sein d'une résidence un parcours résidentiel et pas forcément d'enclencher un départ. La deuxième idée, c'était de se dire qu'il faut que chaque mètre carré qui soit construit efficacement, de manière pertinente et soit utile. Donc des mètres carrés au bon endroit. Donc c'était quand même ces 2 grandes idées qui ont d'abord fait émerger le projet. Et après, on est parti un petit peu de cette ADN d'INNI. INNI, aujourd'hui, alors on est très connu parce qu'on est bailleur de logements locatifs intermédiaires. Mais en fait, INNI, c'est un bailleur évidemment, mais c'est aussi un investisseur. Et c'est aussi un maître d'ouvrage. Alors maintenant, je vous le dire, on est même promoteur, c'est un mot qu'on dit. Et on s'est dit, en partant de cette triple casquette promoteur, investisseur, exploitant, on a peut-être effectivement à regarder les projets un peu différemment et essayer de travailler toutes ces zones de frottement pour aller chercher des économies. Et on a cherché plusieurs économies. La première étant des économies financières. Voilà, on est une foncière aujourd'hui qui est notée, qui est même la mieux notée d'Europe, qui nous permet d'avoir Moody's nous a renoté récemment et qui nous permet d'avoir un coût de capital qui est quand même 10 fois moins important qu'un promoteur classique. On est investisseur, qui fait que quand on fait une opération de promotion et qu'on est le client final, il n'y a pas de risque de commercialisation et donc il n'y a pas de frais de commercialisation. On est gestionnaire de nos logements, qui fait qu'au final, quand un locataire rentre chez nous, on n'a pas de frais d'agence, de frais de dossier. Et c'est toutes effectivement ces économies-là qu'on a mis bout à bout en se disant on va permettre à nos clients, qu'ils soient acquéreurs ou locataires, de bénéficier de tous nos avantages. Donc c'était quand même cette idée un peu de départ qui a fait émerger le projet et qui nous a permis d'avancer ensemble. Je vais laisser la parole à Raphaël qui va vous expliquer très rapidement et simplement, on va essayer, le montage un peu juridique du dossier sur la SCI d'attribution
et sur nos lots modulables et réversibles. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors effectivement, avec le lab de l'étude Chevreux, ça fait longtemps qu'on réfléchit sur tous les sujets qui touchent au logement. On essaie de trouver des solutions pour favoriser soit l'accès au logement par la location ou l'accession à la propriété selon des modèles un peu originaux qui permettraient donc d'en réduire les coûts. Et il se trouve qu'avec INLI, on a aussi un partenariat stratégique depuis la création d'INLI, hein, où on cherche à être un peu un incubateur d'idées et permettre à INLI de sortir différents produits qui vont dans ce sens-là. Là, ce n'est pas notre premier coup ensemble, hein. On a fait déjà plusieurs produits, soit via de l'indivision, soit via de la location-accession, où on a essayé donc de produire du logement moins cher. Et là, c'était un vrai challenge, parce qu'effectivement, en 15 jours, ça a été très dynamique comme travail collectif. Et on était heureux que la commande de GPA finalement porte sur des projets à droit constant, sachant qu'à droit constant, on peut faire énormément de choses. On a un système juridique qui nécessite évidemment parfois des lois qui mettent en œuvre une dynamique de nouvelles politiques publiques, mais en termes d'outils, on a quand même un système juridique très complet où, quand on se creuse un peu la tête, quand on fait un peu d'ingénierie juridique, on arrive à trouver des solutions, et surtout quand on travaille ces solutions ensemble. Alors là, l'idée, c'était effectivement d'intégrer dans une même structure, très en amont, INLI, avec toutes les casquettes qu'a rappelé Marie, et les futurs accédants qui profiteraient donc de ces logements co-construits et à 50% moins chers. Et on s'est tourné très vite vers un outil classique, la SCIA, Société civile immobilière d'attribution. Les sociétés d'attribution sont organisées par le Code de la construction et de l'habitation. On les connaît depuis longtemps, elles sont très classiques. Elles peuvent prendre la forme de sociétés civiles, là encore selon des règles de droit commun des sociétés civiles. Et elles ont un objet qui est d'acquérir, alors ça peut être acquérir un immeuble existant, mais aussi du foncier, et dans ce cas-là de construire, avec un objet donc qui se décline en 3 temps. D'abord, évidemment, un premier temps dans lequel on va acquérir l'emprise foncière et édifier l'immeuble. Et quand il y a un projet de construction et que ça porte sur de l'habitation, eh bien, il y a des garde-fous prévus dans les textes qui font que le constructeur devra être titulaire d'un CPI, contrat de promotion immobilière, avec tous les garde-fous prévus dans le CCH à cet égard. Et s'il n'y a pas de CPI, eh bien, ça peut être le représentant légal de la société, en l'occurrence ce sera INLI, qui se voit confier par convention une mission reprenant les mêmes contraintes et les mêmes obligations que celles d'un CPI. Le deuxième temps de l'objet de cette société, c'est le temps pendant lequel elle va procéder à l'attribution des logements. Et là, l'idée, c'est évidemment, je déclinerai ensuite, de co-construire la division de l'immeuble avec les futurs accédants. Et donc, elle va répartir par fraction et par lot les logements en propriété, dans notre cas, entre les différents membres de la société. Cela ne peut se faire, évidemment, qu'après achèvement de la construction, achèvement qui sera défini dans les statuts, et sa conformité à l'état descriptif de division. Puis il y a un troisième temps où, avant que la copropriété soit mise en place, où la SCIA va gérer l'immeuble et INLI a un savoir-faire évidemment en la matière. Alors comment ça va se décliner dans le projet ? INLI évidemment va porter auprès de GPA toute l'ambition, signera lorsque ce sera le moment la promesse de vente sur le foncier. Et puis très vite, on va identifier, sans doute avec un appel à une consultation, hein, identifier les acquéreurs intéressés, les intégrer le plus tôt possible dans une société en voie de constitution, pour co-construire avec eux, co-concevoir les logements, travailler avec eux l'état de division de l'immeuble et ses différents lots, j'y reviendrai, parce que la grande innovation aussi, c'est qu'un logement sera constitué de plusieurs lots de copropriété. Et donc, on va co-concevoir, c'est vraiment l'ADN du projet, avec les futurs membres de la SCIA. Et une fois que la SCIA sera constituée, c'est elle qui se substituera dans la promesse pour signer avec Grand Paris Aménagement, donc l'acquisition du foncier. La maîtrise d'ouvrage sera confiée donc soit via un CPI, soit INLI en tant que représentant légal à INLI, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et puis, lorsque l'achèvement sera constaté, on pourra procéder au partage avec une assemblée générale de la société et une publication au fichier immobilier, évidemment, des transferts de propriété, des attributions qui auront eu lieu.
Donc on est sur quelque chose de très classique, mais c'est déjà finalement beaucoup ce qu'on propose, parce qu'on associe toutes les parties prenantes dans une même structure, très en amont. Ça rejoint plusieurs projets qui ont été proposés à GPA, parce qu'on a aussi accompagné d'autres groupements, et ça rejoint cette idée aussi de raisonner en coût global, comme le rappelait Marie, d'essayer d'intégrer le plus en amont possible, tant sur la conception, sur la gestion, pour éviter que pour effacer en fait les coûts qui ne servent à personne, en fait, qui ne profitent à personne dans ces projets. Donc c'était ça vraiment l'ambition. À titre d'exemple, est-ce que ça concerne notamment la livraison en fait des appartements en fait tout équipés, alors que peut-être que les locataires ou prochains propriétaires en fait n'ont pas envie de cette déco et refont tout derrière. Est-ce que ça fait partie de votre réflexion, cet élément? C'est effectivement un sujet qu'on a beaucoup travaillé avec Martin, de se dire qu'il fallait faire des choses utiles et efficaces et pas forcément des choses type, parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir l'appartement type. L'idée du projet, c'est un projet avec des acquéreurs qui sont dès le départ dans le projet avec nous. Donc on verra comment est-ce qu'on le fait, mais on avait très envie de faire un appel à candidature pour embarquer avec nous dans le projet sur ce foncier-là les franciliens qui ont envie de porter ce projet avec nous. Donc on aura nos futurs acquéreurs avec nous et qui vont concevoir le projet. Donc chacun va pouvoir exprimer son envie, son besoin. Il n'y a rien de pire que d'aller poser quelque chose que quelqu'un va déposer tout de suite. Donc aussi bien sur la partie accession que sur la partie location. Location, c'est plus simple parce qu'il est le client. Donc on est capable effectivement, nous, de formaliser exactement le besoin. Mais on aura, nous, à notre côté, tous les acquéreurs. Et donc on va construire l'objet le plus rationnel, le plus juste, et au final le plus frugal aussi en fait. Si certains ont envie de finir leur appartement, ils finiront leur appartement et on pourra finir pour eux s'il faut. Ça, c'est vraiment cette idée aussi de faire juste ce qu'il faut et pas trop. On verra effectivement dans l'appel à candidature qui est intéressé, mais l'idée c'est bien d'embarquer tout le monde avec nous et de faire ensemble. Voilà, avec accession et location dans la même barque. Et ce que dit Raphaël est juste, c'est qu'on est gestionnaire, mais on est exploitant. Donc je reviens aussi sur le cycle de vie de l'actif, c'est qu'on est capable de mesurer dans la durée la promesse qu'on a faite, notamment sur les équipements, les contrats d'entretien. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un travail fin qu'on va pouvoir faire pour aller aussi ajuster nos projets, parce qu'on est gestionnaire de la copropriété et on pourra être syndic. Donc c'est aussi un temps très long de projet. Alors, c'est de l'ambition, donc c'était d'intégrer tout le monde. La SCIA, comme je vous le disais, outil classique. Il y a d'autres ambitions à ce projet, la modularité, la flexibilité, et puis assurer la pérennité du modèle. Parce que si on produit du logement à 50% moins cher, c'est pas pour qu'il soit revendu ensuite avec des prix qui s'envolent. Le but, c'est d'assurer la pérennité du modèle. Là aussi, on a utilisé des outils classiques. Le droit de la copropriété permet beaucoup de choses. En réalité, simplement, il faut là encore de l'ingénierie en amont, bien penser les règlements de copropriété, les EDD en amont. On peut créer plusieurs lots qui constitueront des parties distinctes du logement. Il faudra qu'on s'assure ensemble, avec toute la conception des logements, qu'il y aura bien une autonomie fonctionnelle de ces différents lots, et ce qui permettra, avec une ligue qui portera un certain nombre de lots transitoires, alors ce ne sont pas des lots transitoires juridiquement, mais soit des lots du dessus, soit des lots d'à côté, d'assurer soit de la réunion physique de certains lots pour agrandir des logements, soit au contraire le détachement physique de certains lots pour réduire des logements, notamment pour des ménages vieillissants qui décideraient de rester là où ils sont, mais qui ont besoin de moins de surface et qui permettraient donc à des familles ensuite d'arriver dans l'immeuble. Donc ça, c'est tout à fait possible de l'organiser si on pense bien très en amont les règles de la copropriété. Et puis sur la pérennisation des prix du logement, j'imagine que les cessions de charges foncières permettront de prévoir un certain nombre de choses. Là aussi, c'est très classique. Et on les reproduira dans les statuts et pactes de la SCIA de façon à s'assurer que dans le temps, je reprends les règles posées par la Cour de cassation de longue date, un intérêt légitime, une limitation dans le temps de la durée de ces restrictions de propriété, tout ça est parfaitement envisageable. On a de la jurisprudence sur 30 ans, 50 ans qui permettent d'assurer finalement que on va contraindre, éviter la surenchère ou la spéculation immobilière au-delà de l'évolution naturelle du marché, évidemment. Donc voilà, beaucoup d'outils à droit constant et qui permettent de porter cette ambition du groupement. Eh bien, merci beaucoup. Soraya Amrioui,
Je vous propose en fait un petit mot de la fin sur les prochaines étapes. Peut-être avez-vous des rendez-vous à donner, en l'occurrence, sur l'avancement de ces différents chantiers. Là, c'est bon, oui. Merci beaucoup. Oui, je voudrais juste réagir sur ce qui vient d'être dit parce que je trouve que ces deux exemples illustrent vraiment ce qu'on cherche à faire. On part à chaque fois de choses qui existent, peut-être de manière individuelle, en tout cas de thèmes qui sont déjà largement travaillés par les opérateurs, mais on vient essayer à chaque fois de trouver le petit élément de différenciation qui va nous aider à changer le système. Et enfin, le fait de partir du modèle standard de la maison, enfin en tout cas de ces différents modèles standardisés de maison, et d'essayer de proposer une solution préfabriquée massive qui permette d'être dupliquée à partir du moment où on l'aura expérimenté sur un certain nombre de projets. Et en fait, c'est déjà le cas puisque vous le faites déjà sur un certain nombre de projets. Donc on est dans des solutions qui sont éprouvées, mais de l'associer à d'autres solutions techniques à l'échelle de la maison et de concentrer l'effort sur comment réduire le coût de transformation de la maison. Pour nous, c'est très intéressant. Et sur un segment où finalement peu de gens aujourd'hui ont envie de porter leurs efforts, et les aménageurs les premiers, parce que c'est difficile. Donc on a envie d'aller sur ces sujets un petit peu difficiles. Je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, et franchement, c'est pas grave. On s'attend à avoir des projets où on n'ira pas au bout. C'est un peu le jeu aussi de la démarche d'innovation ou de la démarche de lab, et ce sera très bien si à la fin on a réussi à faire sur 3 segments différents des choses qui permettent de produire moins cher, et même si c'est pas 50. Et ce que je trouve intéressant aussi dans la démarche Lily, c'est de ne pas avoir peur d'être dans une logique où un bailleur qui traditionnellement ne veut pas être dans des copropriétés fait la démarche de créer une copropriété où il sait qu'il va rester longtemps, avec des accédants à la propriété qui seront pleinement propriétaires avec lui. Et rien que ça, je dirais, indépendamment ensuite de est-ce qu'on aura réussi par la division de l'eau à permettre l'évolutivité, rien que de se confronter à cette façon d'habiter ensemble entre opérateurs investisseurs institutionnels et acquéreurs individuels, pour moi c'est déjà très fort. Et peut-être ça donnera envie à d'autres d'aller vers cela et pas uniquement de le voir comme une contrainte. Alors après, pour répondre à votre question sur la suite, donc comme je le disais, là on est vraiment dans la démarche où on met en commun les opérateurs et les lots. Tout le monde a son lot et commence à travailler. J'espère qu'on aura des permis sur ces sujets. Allez, fin d'année, ce serait optimiste, mais peut-être premier trimestre 2026, ça serait bien. Des permis prêts à déposer, je parle évidemment, pas du tout obtenus. Il faut quand même qu'on travaille un petit peu à tout ça. Et puis, je pense qu'à la rentrée, on racontera un petit peu où on en est sur le lab, puisqu'on aura là aussi amorcé la démarche avec chacun de ces groupements. Voilà. En tout cas, moi, je remercie vraiment tous ceux qui se sont mobilisés pour répondre. Et à nouveau, on est très heureux d'accompagner ça et de mettre en visibilité des bonnes idées. C'est aussi ça notre rôle d'aménageur. Merci à tous. Y a-t-il des questions dans la salle ? Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment en fait pour votre intervention. Et puis, on va enchaîner sur la prochaine table ronde, je pense.